Bonjour à tous, vous avez bien aimé la vidéo sur la caméra Ashika Vision, donc je fais une nouvelle vidéo sur la caméra Dahua cette fois-ci. Ici c'est un modèle de caméra de 4 millions de pixels, elle est en PoE, donc comme ça vous avez juste à le brancher avec un seul câble réseau si votre switch est PoE. Sinon vous avez la possibilité d'importer 12 volts directement sur cette petite prise là. Pour se connecter à cette caméra, il faut Configuration Tool de Dahua, c'est une application qui vous permet de piloter et de contrôler la caméra à distance. Donc au démarrage de l'application, pour l'installer, il vous propose de l'installer en chinois, donc saisissez bien anglais, sinon vous allez être surpris. Vous faites Next, vous cochez, vous faites Install. Au bout de quelques secondes, c'est installé. On accepte les conditions. Parfait. Donc on a bien notre caméra qui est détectée. J'en ai d'autres caméras sur le réseau. Je vois qu'elle détecte que les caméras Dahua, ne détecte pas les caméras OnVIF, c'est un peu dommage. Ici j'ai la possibilité d'éditer, d'avoir des détails ou web. Éditer, ça va me permettre de changer son adresse IP tout de suite, ça peut être pratique si je vois qu'elle n'est pas sur la bonne adresse IP. Détail, ça me donne des informations sur le modèle et sur la caméra. Et web, ça va me lancer la page web pour me connecter directement à la caméra. Sur le menu à gauche, on a la possibilité de mettre à jour les caméras en masse, hein, c'est-à-dire plusieurs caméras à la fois. Donc on choisit à quel endroit se trouve le firmware, on coche le même modèle de caméra et hop, on peut pousser comme ça une mise à jour si on a un parc par exemple de 100 caméras à mettre à jour d'un coup. Ici, on a un petit menu où on peut cliquer sur IPC. IPC, il faut le comprendre comme une caméra. Et sûrement ici, on peut avoir NVR, etc., décodeur, etc. Quand je clique sur la caméra, il me dit que le mot de passe est le mot de passe par défaut et il m'invite à le changer parce que pour cette vidéo, j'ai bien mis la caméra en mode usine, hein, comme ça, vous voyez comment elle est dès le déballage du carton. Alors, je vois qu'on peut changer l'encodage déjà de la vidéo, mais on va pas le faire ici, on va le faire directement de la page web, ça sera plus intéressant. On peut changer aussi au niveau des photos, et il y a différents profils, ça permet de choisir si le profil est toujours actif, ou est-ce qu'il va se mettre différemment lorsque la journée ou la nuit, et on peut scheduler ça pour forcer, pour que ça soit quand même différent tôt le matin ou autre. Et par contre, je vois qu'on n'a pas la possibilité de changer sur tout le long de l'année, c'est un petit peu dommage, parce que c'est pas toujours pareil l'heure où se couche le soleil, bien sûr. Donc là, on a la possibilité de synchroniser le temps, donc on peut synchroniser avec le PC, alors il faut que je coche, d'accord. Voilà, ça lance une synchro. Le DST, pareil, ça, on va le faire directement de la page web, mais c'est important de le renseigner. Le serveur NTP, c'est le serveur de temps. C'est pour pouvoir faire en sorte que la caméra contacte sur Internet un serveur. C'est un serveur qui est libre hein, sur Internet, comme time.windows.com, pour pouvoir connaître l'heure précise actuelle. Et on peut aussi, je vois, paramétrer une heure de reboot, une heure où il va redémarrer. Alors c'est un peu dangereux de faire ça parce que si votre caméra se met à redémarrer, par exemple toutes vos caméras le dimanche à minuit, et une personne qui le sait que pendant à peu près une minute il peut passer, vous ne pourrez pas avoir d'enregistrement à ce moment-là. Donc si vous faites ça, ok, mais mettez bien des heures de reboot différents pour chaque caméra. C'est pénible, mais ça sécurise un peu quand même votre installation. Là on a la possibilité de démarrer en factory défaut ou défaut. Donc défaut, je pense que ça met toutes les configurations par défaut. Factory défaut, je pense que ça reset tout, même les mots de passe et les adresses IP, tout ça. Donc configuration file, ça va vous permettre de exporter une configuration. Donc vous prenez une caméra, vous la mettez avec la configuration que vous voulez. Et une fois qu'elle est toute prête et que vous voulez ça répliquer à tout votre parc de caméras, vous faites un export et puis après vous pouvez l'importer dans toutes les autres caméras. Ça vous évite de toujours à devoir renseigner l'heure, la date ou comment il se renseigne son serveur de temps, etc. Vous pouvez modifier bien sûr le mot de passe ici. Là, le type de vidéo en NTSC ou PAL. Alors faut faire attention selon les marques et les caméras. Je sais qu'en PAL, ils sont bloqués à 25 images secondes et NTSC, parfois, vous pouvez aller jusqu'à 30 images secondes. Je ne dis pas que c'est le cas pour cette caméra-là, mais j'ai déjà eu cette expérience-là, donc faites bien attention. Moi, par défaut, je mets NTSC. Et vous avez un template de configuration, donc c'est en format XLS, c'est un format Excel. Vous pouvez ouvrir, voilà, sur ce PC-là, je n'ai pas Excel, donc je ne vais pas aller plus loin. Et vous pouvez faire dessus des opérations de type modification en masse d'adresse IP, générer des mots de passe, etc. Bref, on va voir tout ça plutôt directement sur la page web. Ici, il y a une histoire de licence, on n'en a pas besoin. Et le LLDP, c'est pour que certains équipements réseau puissent détecter
détecter la caméra sur le réseau. Bon, c'est pas très clair, vous avez des commandes par exemple sur des switches, et ce qui va se passer c'est que la caméra va répondre sur ce protocole pour dire bah voilà, je suis bien sur le port 2, 3 du switch, avec des informations pour pouvoir l'identifier. Donc là pareil, si vous le cochez, il faut en avoir besoin, sinon si vous le cochez et que vous l'utilisez pas, eh ben, c'est une faille de sécurité. Password reset, bah, pareil là, comme elle est toute vierge la caméra, c'est pas nécessaire de faire quelque chose ici. Sur ce menu, je vois que c'est vide, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et sur le CGI protocole, je pense que c'est pour pousser des commandes directement sur la caméra. Ça doit fonctionner un peu comme sous forme d'une API. Mais pareil, on va aller directement sur la page web, il y aura plus d'informations et c'est plus intéressant pour cette vidéo de voir comment faire directement depuis la page web. Donc je vois que l'application, je ne peux pas la mettre en plein écran, c'est tout de même compliqué parce que là on n'a qu'une seule caméra, mais si vous en avez des centaines, j'aurais bien aimé pouvoir mettre Config Tool en plein écran et avoir un beau tableau. Donc il s'agit de l'ancienne interface Dahua. Aujourd'hui ils ont une interface un peu plus moderne, mais le principe est le même. On a pour commencer le stream qui s'affiche en plein écran, et là il me propose de télécharger un plugin. Je vais cliquer sur le lien, et là il me met un message d'erreur, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu vieux. Il met cet élément ne peut s'exécuter que sur Chrome OS. Je n'ai pas de Chrome OS, je suis sur Chrome standard, et ça ne fonctionne pas. Alors, comment faire pour y arriver? Vous copiez-collez l'adresse IP qui se situe ici, vous ouvrez Edge, vous allez sur 3 petits points ici, et vous faites recharger en mode Internet Explorer. Ça va vous permettre de pouvoir recharger la page web. On a une petite icône en haut à gauche, et c'est pas anodin puisque là on va redémarrer la page web comme si on était sur Internet Explorer. Et cette fois-ci, eh bien vous voyez, on a bien l'affichage, et on a aussi la possibilité d'installer un plugin s'il nous le propose. Donc là on a le flux principal, on a le flux secondaire, on voit ici le débit en temps réel qui me paraît énorme, on doit être en H264, c'est pas possible. Et ici à droite, on a la résolution actuelle de la caméra. Le flux secondaire, c'est celui qui est utilisé généralement pour les mosaïques ou pour la vision sur téléphone. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est quand même assez haut, 504 sur 576. On va voir si on peut le descendre un peu plus tard. Ensuite, je suppose qu'il y a un emplacement pour pouvoir mettre une carte SD dedans. Donc lorsqu'on fait ça, on a la possibilité depuis la page web de pouvoir effectuer des relectures directement depuis la caméra. Bon, l'interface me paraît quand même assez ludique, hein, c'est assez clair. On choisit sa date ici. On choisit sur quel support on veut relire la caméra. Donc là, ça serait la carte SD. Est-ce que c'est des images ou est-ce que ce sont des vidéos qu'on veut relire, si je ne me trompe pas? Et là, on doit avoir une timeline où on clique dessus et puis on voit tout simplement la séquence vidéo. Dans cette vidéo, j'ai pas mis de carte SD, donc on n'aura pas l'occasion de faire de la relecture, mais ça devrait pas être quelque chose de bloquant. Si vous avez une caméra, vous devriez pouvoir avoir accès et manipuler ça assez facilement. Sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre une carte SD, vous pouvez aussi avoir un serveur de vidéosurveillance qui va enregistrer le flux vidéo, et la carte SD, elle pourrait servir seulement de secours si le serveur vidéo venait à tomber en panne, ou s'il y aurait eu un sabotage de fait directement sur le serveur. Ensuite, on a le bouton Setup. Donc Setup, il faut comprendre la configuration de notre caméra. En premier lieu, il nous propose de pouvoir modifier comme des filtres vidéo. Ça va pouvoir changer un peu la luminosité. Donc là, on va pouvoir choisir de le mettre avec un contraste plus foncé, plus clair. Ça dépend si la caméra, elle est surexposée ou si c'est pas le cas. Je pense que vous avez la possibilité, voilà, de mettre en mode miroir. Ça va te permettre de retourner l'écran. Je vais faire Save. T'as pas changé? T'as pas mis en mode miroir? Ou alors ça va être avec ce bouton là. Voilà, si vous l'avez mis au plafond, vous pouvez faire le flip 180 pour pouvoir retourner la caméra et pouvoir déplacer l'écran s'il est collé à un mur ou autre pour que vous ayez quelque chose de droit. Ça vous évite d'avoir à entièrement le démonter et à retourner la lentille si elle a été montée à l'envers. Bon, je remets tout en standard quand même. En plus, vous avez le bouton défaut. Si vous faites une bêtise, vous recliquez sur défaut et ça vous permet de repartir sur une base. Ensuite, l'exposition. Alors ça, c'est très important, surtout si vous avez des LED dans un magasin par exemple. Parfois, vous avez une fréquence au niveau des lumières qui clignotent.
et vous avez cette sensation-là que sur la vidéo de la caméra, bah, c'est à cet endroit-là que vous pouvez modifier, vous le mettez en 50 Hz ou 60 Hz, de manière que vous n'ayez pas cet effet de clignotement qui est quand même très désagréable, et en plus ça vous permet de ne pas bien voir ce qui se passe. Et en extérieur, vous pouvez mettre outdoor, je pense que ça doit bien gérer les problèmes de l'humidité entre le soleil ou la nuit. Ensuite, bah là, vous pouvez choisir si vous avez le gain en priorité ou autre. Ça fonctionne bien à partir du moment où vous mettez 50-60 Hz ou outdoor. Le reste, vous le modifiez que si vraiment vous avez un défaut d'affichage. Donc à cet endroit-là, vous avez tout ce qui est contre-jour. Donc il y a différents modules, on va appeler ça. Il y a le BLC, HLC et WDR. WDR, c'est ce qu'on utilise souvent lorsque vous allez vous retrouver avec un préhaut et que vous avez besoin de voir en dessous le préhaut et que la caméra elle est fortement exposée à la lumière. Elle va pouvoir avoir une bonne vision de ce qu'il y a en dessous. Je sais que c'est ce module-là qu'on active. Sinon, il n'y a rien de mieux que de tester par rapport à la position de la caméra quel module fonctionne le mieux. À savoir que si vous le faites en plein jour, il faut bien vérifier que la nuit, vous n'avez pas de soucis. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez modifier où vous mettez en jour, en nuit ou en normal. Ça va changer l'ensemble des configurations que vous faites à cet endroit-là. Alors dans WD, il faut comprendre que c'est le balance des blancs. Donc ici c'est en auto, mais vous avez plusieurs options. Vous pouvez sélectionner l'option que vous souhaitez. L'option qui est peut-être importante de s'attarder dessus, c'est la dernière, c'est par Regional Custom, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner une région pour qu'il y ait une balance des blancs qui est un peu optimisée à un endroit précis. Sinon dans cette option-là, on a la balance entre le jour et la nuit. Donc comment elle se fait? Est-ce qu'elle se fait en automatique? Est-ce qu'elle se fait parce que il fait tout noir et donc elle va basculer d'elle-même la luminosité pour qu'elle soit plus sensible ou pas? Donc là, on peut demander si on veut que ça bascule rapidement ou pas, ou tout à fait normal. Au bout de combien de délai? On considère que là, il fait vraiment nuit, c'est pas juste une feuille qui vient de passer devant. Est-ce qu'elle change en couleur? Est-ce qu'elle change en noir et blanc? Donc ça veut dire là, ça va être directement par infrarouge. Ou est-ce qu'elle va le faire automatiquement? C'est-à-dire que tant qu'elle sent qu'elle peut le faire en couleur, elle va le gérer en couleur. Et puis, lorsqu'elle comprend que même en couleur, on ne voit plus rien, et ben là, elle va basculer en infrarouge. Voilà, comme elle vient de le faire ici. On entend en plus un petit loquet, ça fait un petit switch quand on passe devant, c'est marrant. Et là, vous choisissez la luminosité. Excusez-moi, faut bien prononcer. Donc là, il faut gérer la luminosité de l'infrarouge, c'est ça l'IR. Donc où elle se fait manuellement, vous choisissez si vous voulez qu'elle soit plus ou moins forte, ou alors elle le fait de manière intelligente, hein, donc c'est-à-dire smart, hein, c'est-à-dire que si elle sent qu'elle a besoin de pousser, elle le fait, et si elle a besoin de mettre plus sombre, elle le gère, ou alors est-ce que vous voulez que le mode reste fixe et que ça ne bouge pas? C'est à cet endroit-là que vous modifiez. Par défaut, bien sûr, vous mettez Smart IR, puisque généralement c'est bien géré ce genre de choses sur les caméras. Alors là, tout à l'heure, on a géré les profils, hein, normal, journée, nuit, et ben ici on va pouvoir le gérer. Donc est-ce que on le fait de manière normale? Est-ce que elle sera tout le temps en jour ou tout le temps en nuit? Ou est-ce que on va scheduler ça? On va dire par exemple, voilà, à partir de 8h, ça va être en jour et jusqu'à 20h, et puis à partir de 20h, ça bascule en nuit. Alors ce qui est un peu dommage sur cette caméra-là, voilà, quand même quelques années, mais on peut pas le choisir sur l'année, et ça c'est embêtant parce que si vous avez par exemple le soleil qui se couche à 21h, 21h30, et ben là, la configuration, elle va pas fonctionner. Donc c'est quand même embêtant de faire ça, mais bon, c'est déjà un début, hein. On a quand même la possibilité de basculer sur une période. Si vous êtes par exemple, dans un magasin, et que vous savez que c'est toujours fermé à 20h, et que là, il y a toutes les lumières qui s'éteignent dans le magasin, bah bien sûr, vous pouvez mettre à 20h, basculer en mode nuit, et ça basculera par exemple en infrarouge si vous l'avez sélectionné comme ça. Ensuite, on a le zoom et focus. Alors cette caméra-là, elle a un vérifocal, ça veut dire que vous avez la possibilité de booster un peu la lentille pour pouvoir voir à plus longue distance. Et s'il y a un truc qui m'a beaucoup plu chez Dahua, félicitations à eux, c'est que le petit curseur pour le focus, il change en temps réel à l'écran, et ça, je trouvais ça super sympa. Alors je mets ma main, vous voyez, là, elle est juste devant, on voit que la main, elle est pas complète, et je mets à peu près la main à la même hauteur, et on voit bien que voilà, il y a bien un zoom et dézoom qui se fait, et le focus qui se déplace. Ça, c'est plutôt bien fait. Donc on peut cliquer sur l'autofocus pour forcer un peu cette recalibration, un peu comme sur votre téléphone quand vous prenez une photo. Alors parfois, c'est
nécessaire, souvent lorsqu'il y a eu un coucher de soleil ou lorsque vous allez avoir une vitre qui commence à devenir très sale. Parfois, l'autofocus calibre très mal, donc nettoyez votre caméra et puis vous recliquez sur autofocus et généralement, vous allez vous retrouver avec quelque chose de mieux calibré. Voilà, bon ça m'éclate, je trouve que c'est super bien fait ça sur Dahua. Oui, ils ont bien fait leur curseur, c'est drôle, c'est un jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, si vous êtes dans un magasin et que les rayons sont assez loin, vous avez bien sûr la possibilité de mettre cette caméra très loin et puis de zoomer un peu plus et ne pas perdre en qualité d'image. Parce que vous pouvez bien sûr faire un zoom numérique, c'est-à-dire qu'avec la molette, vous pouvez zoomer sur l'image, mais en fait c'est un étirement des pixels, alors que là c'est une lentille qui est un petit peu déplacée, pour que justement la caméra, elle ne perde pas en qualité, mais qu'elle voit plus loin. Bien sûr, si vous zoomez un maximum, je précise ça parce que j'ai déjà eu des clients qui m'ont posé la question, si vous zoomez à fond, bien sûr, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de la caméra. Hein. Donc vous avez zoomé, là, c'est pas un zoom numérique. Hein. Ensuite, au niveau de la vidéo, bah là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc plusieurs types d'encodage. Le MJPEG, c'est totalement dépassé, l'utilisez plus. Hein. Sinon, vous avez le H264, donc c'est un codec qui est plutôt bien répandu, c'est compatible avec quasiment tout, et faut savoir qu'il y a un bon équilibre entre la qualité et la taille des fichiers. Alors aujourd'hui, on fait un peu mieux, on a ce qu'on appelle le H265, et on a encore de la compression derrière si on veut encore plus tirer sur la taille des fichiers, puisqu'il faut comprendre que ce flux vidéo, il est enregistré. Plus votre flux vidéo, il est grand, enfin en tout cas ancien, plus il prend de place sur votre disque dur, moins vous pouvez enregistrer de nombre de jours. J'en profite pour rappeler qu'en France, il ne faut pas enregistrer plus de 30 jours. Donc là, le H264, sachez-le, c'est bien, c'est un petit peu dépassé. Alors ensuite, on a le codec H264B, pour baseline, hein, la ligne de base. Il faut comprendre que la compression, elle est un peu simple. C'est quand même compatible avec pas mal d'équipements. Donc généralement, ça doit bien fonctionner. Et c'est ce qu'on peut utiliser, par exemple, pour un second flux. Ensuite, on a le H264H. Donc ça, il faut comprendre H comme High Profile. Donc ça, c'est la version la plus aboutie, on va dire, de ce format-là. Donc on a une très bonne compression. Alors bien sûr, il faut que l'appareil soit quand même compatible H264H en arrière-plan. Donc si vous avez un serveur qui est très très vieux, bah, il faut vérifier que ça fonctionne bien avec ça. On part quand même sur le bon choix en fait. Normalement en flux principal, c'est ce qu'on utilise, le H264H pour cette caméra. Alors, on a une fonction qui est intéressante qui s'appelle le Smart Codec. Alors, ça va utiliser plusieurs technologies et le but, c'est d'optimiser au niveau de la vidéo et l'encodage. Donc, pour faire simple, si vous avez une vidéo où ça ne bouge pas dans tous les sens, par exemple un magasin, un bureau de poste ou quelque chose comme ça, bah, vous pouvez l'activer parce que vous allez avoir une personne qui va se déplacer, mais dans l'ensemble, il y a plein de pixels qui ne bougent pas d'une image à l'autre. Si vous avez une vidéo qui bouge beaucoup, par exemple des voitures qui passent, et c'est quasiment tout l'écran qui est pris lorsqu'il y a une voiture qui passe ou autre, bah là, il faut faire les tests et voir si ça vaut vraiment le coup de l'activer, parce qu'on va avoir peut-être une perte de qualité, surtout avec des déplacements de personnes, ou des objets qui se déplacent ou autre. Donc il faut absolument faire le test, voir si c'est mieux comme ça, et si c'est pas mieux, et bah là par contre, peut-être le désactiver, parce que surtout la nuit, votre infrarouge ou autre va être moins précis, et si vous voulez voir par exemple un cambriolage, bah, la personne elle se déplace peut-être doucement et tout, donc ça va, mais si vous avez quelqu'un qui vient juste voler quelque chose dans votre jardin et repartir vite, bah peut-être que vous allez pas voir grand chose, vous allez voir seulement des pixels avec un visage étiré sur la vidéo, et en fait vous allez rien pouvoir identifier de cette manière-là. Faites des tests, par défaut activez-le parce que ça vaut le coup, c'est sûr. Gagnez beaucoup d'espace, au moins 50%, parce qu'ils disent entre 30 et 70%, donc vous gagnez presque la moitié en espace disque. Par contre, voilà, à voir si, par rapport à la configuration et l'emplacement de la caméra, vous perdez pas trop en qualité, et surtout dans les déplacements. Là, ensuite, vous pouvez choisir la résolution. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a des caméras où lorsque vous tirez à fond, vous perdez par exemple en images secondes. Là, on voit qu'on arrive à 20 images secondes, donc on a quelque chose qui est de moins en moins fluide. Peut-être que si vous descendez juste d'un cran, voilà, ça ne marche toujours pas, mais voilà. Si je choisis ici, bah là par contre j'ai une image qui est fluide, en 25 images secondes. Donc il faut savoir quel est votre besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de très fluide, ou est-ce que vous avez besoin de pouvoir zoomer très loin, mais si c'est en 20 images secondes, c'est pas trop grave. Personnellement, moi le flux principal, j'essaye quand même de garder
un certain nombre d'images secondes, surtout si c'est des caméras qui sont destinées à aller dans des magasins, parce que si quelqu'un prend un objet et le met dans sa poche, il faut précisément voir si ça a été mis dans la poche, dans un sac à main, dans un sac. Et parfois, quand il vous manque quelques images secondes, bah c'est moins précis et c'est compliqué après identifier où a été posé l'objet. Après, si vous êtes vraiment sur une situation où vous êtes à distance et il faut optimiser au maximum, évitez de descendre en dessous de 15 images secondes. En dessous de 15 images secondes, c'est difficile de comprendre un scénario, parce que c'est pas tout de voir une vidéo, il faut comprendre ce qui s'est passé, et en dessous de 15 images secondes, par expérience, c'est quand même compliqué. Donc je vous conseille de mettre le maximum, si vous pouvez le faire. Moi, 25 images secondes, je laisserai sous cette configuration-là. Alors ensuite, la grande question, vous avez le VBR et le CBR. Donc vous avez quelque chose de constant en bitrate, donc ça veut dire le flux réseau, la taille que ça va prendre. Est-ce qu'il sera constant ? Ça sera toujours le même nombre de bitrate qui est là, ou est-ce que ça va varier selon la complexité de la vidéo? Et si vous mettez une variation, il vous offre une fonction en plus qui est la qualité, et en fait, en gros, c'est est-ce que la variation, elle doit être forte ou pas. Si vous mettez une qualité best, c'est-à-dire la meilleure, bah, la variation, elle va être quand même assez faible, donc ça sera pas toujours 4096, ça sera peut-être un petit peu en dessous, mais il va pas non plus chuter énormément s'il n'y a pas d'événement à l'écran. Alors si vous mettez en 1, et bah là, évidemment, si vous avez quelque chose de compliqué à l'écran, bah, ça va quand même prendre pas mal de bitrate. Par contre, s'il y a quelque chose qui devient fixe, qui ne bouge plus, voilà, par contre, la qualité, elle chute. Bon, par défaut, ils mettent 4. Je pense que c'est le bon choix. Après, si vous voulez, et que c'est important pour vous de mettre plus, mettez plus. Si vous avez pas mal d'espace disque et que l'espace disque n'est pas un sujet pour vous, bah, mettez à 6 tout de même. Le problème de mettre en CBR, c'est que si vous mettez constamment à fond, bah, c'est pas si mal. Mais par contre, quand vous avez beaucoup de caméras, bah, sur votre réseau, bah, c'est toutes vos caméras qui va utiliser pleinement son débit réseau. Et à la longue, si vous avez 60, 100 caméras, 150 caméras, bah c'est gourmand. C'est gourmand en trame réseau. Donc ce qu'il faut, c'est saisir VBR et vous mettez sur 4 si vous avez beaucoup de caméras. Comme ça, vous trouvez le bon équilibre entre la qualité et non pas effondrer votre réseau avec un débit trop fort avec toutes les caméras en même temps. Alors ensuite, il y a le grand débat. Là, c'est quelque chose qu'on me pose souvent la question. C'est qu'est-ce qu'on met en max bitrate? Alors, il existe des outils qui sont normalement mis par chaque constructeur. Là, il me dit que je dois pouvoir mettre au minimum 1536, donc la qualité elle est médiocre, ou alors au maximum 10240, c'est sûrement trop. Vous pouvez peut-être voir avec le direct et tester si vous avez une différence qui peut être vue. Alors il faut un petit peu zoomer, hein, parce que si vous mettez sur un petit écran, vous verrez pas de différence, mais si vous mettez par exemple 6144, j'ai pris quelque chose au hasard, hein, et bah vous voyez la différence, et puis vous constatez si ça vous convient ou pas, et puis vous montez d'un cran, et puis vous voyez si c'est mieux ou pas. Sinon, sachez qu'il y a, sur la base de connaissances de Dahua, j'ai trouvé une page. Alors peut-être qu'ils ont un outil pour ça, parce que là, je ne l'ai pas trouvé. Ils disent par rapport au nombre de mégapixels, donc là, on est à peu près à ça, combien il faut mettre pour un stream en H264. Et comme je vous avais dit que le H265, ça va beaucoup mieux, vous le voyez là, ça peut vraiment réduire de moitié. Alors vous pouvez mettre un cran au-dessus, hein, si vous voulez, pour être sûr d'exploiter le maximum de votre caméra, mais ça sert à rien de mettre non plus de trop, la différence ne sera pas perceptible à l'œil, hein. Donc mettez par exemple 6144, je pense que c'est le choix le plus haute qualité, sinon mettez le choix par défaut par le constructeur. Et vous voyez que là vous pouvez mettre en 2048, donc quand même en H265 c'est 2 fois moins. Bon, sachez que là la caméra elle ne le fait pas, mais si vous ajoutez en plus le smart codec, ça peut vraiment descendre bas. Alors, le watermark, c'est pour pouvoir identifier la caméra. En fait, ça va mettre comme un filigrane. Et donc, ça permet d'être sûr que la vidéo, elle vient bien de cette caméra, si je ne me trompe pas, parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Mais je pense que c'est pour identifier plus facilement la caméra et être sûr surtout que cette vidéo, elle vient bien de cette caméra-là. Donc ici, vous pouvez mettre le nom d'un client, plus le numéro de la caméra ou quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec l'overlay, qui va être un texte qui va être sur la vidéo. Et quand vous allez revoir la vidéo, eh ben, c'est incrusté dans la vidéo, le
texte. Ça, par contre, vous n'allez pas le voir sur la vidéo. C'est dans le fichier de la vidéo que là, on va voir cette identification, ce watermark. Vous pouvez mettre peut-être la MAC adresse de la caméra. Je dis ça au hasard, mais ça peut être au moins une bonne méthode pour bien identifier. Si vous mettez par exemple cette MAC adresse, on sait que ça vient bien de cette caméra, il n'y a pas de doute. Ensuite, là sur cette caméra-là, il n'y a que 2 flux, ce qui n'est pas énorme. Aujourd'hui, on en fait 3, 4, 5, on en fait beaucoup plus. Mais là, il y en a 2. Donc le deuxième flux, c'est pour le voir par exemple sur la mosaïque. On n'a pas besoin d'afficher 4 millions de pixels 64 fois sur une mosaïque. Ça va utiliser beaucoup de ressources pour rien. Pareil, sur votre téléphone, vous avez un tout petit écran. Si vous voulez voir une vidéo rapidement, il faut descendre la qualité et il faut que ça passe par internet de manière plus fluide. Donc là, c'est la fonction normalement du deuxième flux. Alors parfois, on met un deuxième flux pour les mosaïques et autres, et on met un troisième flux, et là on met vraiment le plus bas possible, avec peu d'images secondes, etc. Pour que voilà, si vous avez votre téléphone et que vous êtes en pleine campagne, vous captez pas du tout, mais vous voulez quand même voir ce qui se passe sur la caméra, vous arrivez quand même à obtenir une vidéo, une image. Ça vous permet de pouvoir lever le doute d'une suspicion de quelque chose. Ici, on voit que par défaut, on est en 704/576. C'est une résolution qui est quand même pas mal. On n'est pas loin du 720p si ça vous parle, si je ne dis pas de bêtises. Moi, perso, je mettrais 352 si le but est de le voir directement sur le téléphone quelque part. Sinon, si c'est pour une mosaïque, descendez pas en dessous de 640 parce que sinon, sur la mosaïque, ça va quand même être très moche. Donc là, vous pouvez mettre 640 si c'est juste pour l'avoir en mosaïque. Ici, vous pouvez mettre en 25 images secondes, mais le problème à cet endroit-là, c'est surtout le débit réseau. Plus vous mettez d'images secondes, plus ça va prendre du réseau. Donc ça, il faut faire attention parce que le débit réseau qu'on utilise sur cette caméra-là, si vous avez 100 caméras, c'est x100, donc il faut faire attention. Encore une fois, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le descendre. Ici, vous pouvez mettre bien sûr en VBR. La qualité, vous mettez par exemple 4. Ici, vous pouvez le laisser en 1024. C'est quelque chose de bien. Attention toutefois, aujourd'hui, il y a des NVR modernes qui sont intelligents et qui récupèrent le flux secondaire ou le troisième flux pour faire ces calculs d'IA, etc. Là, il faut faire attention parce que ces équipements-là sont compatibles avec ces vieilles caméras. Par contre, si vous mettez un nombre d'images secondes vraiment très bas, avec une qualité médiocre, etc., là, votre IA, elle va avoir beaucoup de mal à travailler. Donc, si vous la mettez trop haute, votre IA va saturer. Donc, vous voyez avec votre constructeur, et par contre, vous mettez bien quelque chose en relation avec le besoin et en tout cas avec le manuel de votre constructeur ou de la personne qui a fait l'IA. L'IFRAM, c'est une photo qui est prise du flux secondaire. Parfois, pour donner du matériel à ça, pour donner de la texture, on va dire que ça peut être utilisé lorsque vous faites de la relecture et que vous passez votre souris sur la timeline, et vous voyez comme une photo. Sachez que c'est pas la vidéo qui est ouverte à cet endroit-là, puis s'arrête et puis prend une photo. Non, c'est dans la vidéo. Il y a des petites portions à certains endroits, à tous les endroits, là, on le note, qu'est-ce qu'on veut, et on a une image. Par exemple, si vous mettez 25 à cet endroit-là, vous avez normalement une image toutes les 25 images, donc une image par seconde, en fait. Donc c'est quelque chose qui a bien renseigné par rapport à votre besoin. Donc là, par exemple, si je me trompe pas dans mon calcul, parce que pareil, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais là, je vais avoir une image toutes les 2 secondes. Donc, si vous chargez trop, ça va prendre de la place inutilement sur votre vidéo. Si vous en mettez pas assez, quand vous allez passer votre souris, vous n'allez pas avoir beaucoup d'aperçu, ou l'aperçu ne va pas correspondre à ce qui se passe, puisqu'il s'est passé 1 ou 2 secondes entre les deux. Pareil, ce genre de choses est parfois utilisé avec d'autres outils comme de l'IA ou autre, donc faites très attention lorsque vous renseignez ça. Qu'est-ce que vous avez derrière? Si c'est juste de l'enregistrement, laissez par défaut, c'est très bien, 50, 25, vous pouvez laisser ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le snapshot, c'est des photos, donc là, lorsque vous faites une photo, en général, quel type de résolution ça sera, quelle qualité, et tous les intervalles, tous les combien de secondes. Donc comme il y a une activité devant la caméra, est-ce que vous voulez que ça enregistre toutes les 1 seconde, 2, 3, 4, 5, 7, vous mettez ce que vous voulez. Et là, c'est par événement, donc pareil, ça se paramètre un peu plus tard dans la vidéo, mais vous choisissez si lorsqu'il y a un événement, est-ce que vous voulez telle qualité et combien d'intervalles de temps entre chaque photo. Ensuite, vous avez l'overlay, donc ça, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le masquage. Donc par exemple, si vous filmez une zone et que vous voyez le voisin, la route ou autre, vous n'avez pas le droit de filmer cette zone-là. Donc, ce que vous faites, vous pouvez faire ce qui s'appelle un masquage, c'est-à-dire que c'est noir, et
et lorsque vous enregistrez la vidéo, vous avez une zone qui est noire et vous n'avez pas la possibilité de filmer cette zone-là. Vous voyez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La vidéo, elle est enregistrée comme ça. Donc c'est quelque chose de plutôt sécurisé. Alors aujourd'hui, on fait quelque chose de un peu plus moderne qui est intéressant, c'est que c'est flouté. Et c'est quand même plus puissant parce que vous pouvez voir s'il y a quelqu'un quand même qui est passé. Et si vous avez une personne qui passe et puis elle va dehors, puis vous pouvez plus voir hein, puisque c'est flouté, mais vous pouvez quand même voir si elle est partie vers la droite ou vers la gauche. Et donc lorsque vous faites un rapport ou autre auprès de la police, vous avez quand même des éléments supplémentaires. Ensuite là, c'est le nom de la caméra, à ne pas confondre avec le watermark qu'on a marqué tout à l'heure. Là, ça sera quelque chose, un texte qui va s'afficher sur la vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est de bien nommer cette caméra-là, parce que si un jour vous récupérez des vidéos, et même dans une situation catastrophique, vous faites de la restauration de fichiers sur un disque dur, et puis vous restaurez des vidéos, mais vous savez pas trop à quelle caméra ça correspond, c'est là où vous allez pouvoir voir sur votre vidéo, tiens, c'est bien le rayon bonbon, il faut bien renseigner le nom de la caméra correctement à cet endroit-là. Pareil pour l'heure et la date, c'est intéressant de bien l'incruster dans la vidéo, parce que pareil, si vous retrouvez cette vidéo hors contexte, hors application de relecture, au moins vous êtes sûr que cette vidéo que vous voyez en ce moment correspond bien à cette date. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter le jour ou pas, bon, c'est en anglais, et ici vous avez le text overlay, donc là vous pouvez rajouter du texte, donc si vous voulez marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand vous allez enregistrer, ça va s'afficher sur la vidéo. Alors bien sûr, il faut que je l'active. Vous voyez là, il y a bien un texte qui se situe sur la droite, et je peux mettre le texte de mon choix, en plus du nom de la caméra. Après, il y a la possibilité de l'aligner sur la droite ou sur la gauche. Je vais désactiver bien sûr tout ça. Pour l'overlay, c'est fait. Ensuite, il y a le ROI. Il faut comprendre comme une région qui nous intéresse en particulier. Comme ça, à tout hasard, vous avez un couloir avec une porte et il faut absolument que la qualité et le focus soient bien calibrés par rapport à cette porte parce que vous voulez toujours voir qui rentre, qui sort de cette porte. Vous sélectionnez la porte avec l'aide du petit curseur, vous demandez la qualité, vous enregistrez et la caméra va faire en sorte que cette zone-là, elle soit toujours avec un bon focus et qu'il n'y ait pas de problème de visibilité. Alors, le dernier onglet, c'est un peu différent. C'est lorsque vous vous connectez à la caméra, vous avez un petit plugin qui s'est installé sur votre PC et à travers de ce plugin, vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez qu'il enregistre sur votre PC, votre vrai PC. Ensuite, on a la possibilité de renseigner l'adresse IP. Alors c'est étonnant que ça soit si tard sur le menu, parce que c'est quelque chose qu'on modifie en premier généralement. Donc là, vous pouvez modifier le nom de la caméra qui sera détecté sur le réseau. Ensuite, à cet endroit-là, vous choisissez le type de connexion. Donc là, il n'y en a qu'un seul, c'est celui par défaut. Je suppose qu'il y a des caméras qui font réseau filaire et Wi-Fi, et c'est sûrement là qu'on doit pouvoir modifier. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir en DHCP, donc ça veut dire qu'il va, à sa connexion, interroger le routeur ou votre box internet, essayer d'obtenir une adresse IP. Si elle arrive à l'obtenir, elle récupère cette adresse IP et elle se nomme comme ça, avec son adresse IP. Sinon, elle va passer dans une adresse IP par défaut du constructeur. Alors, l'adresse IP par défaut sur les caméras Dahua, il semblerait, d'après Microsoft, que c'est 192.68.1.109. Alors je vois un peu plus bas que parfois c'est 108 ou autre. Il suffit juste de regarder sur le carton et il vous précise exactement l'adresse IP par défaut si elle n'arrive pas à retrouver sur le DHCP. Encore une fois, si votre caméra elle est totalement perdue et vous ne savez pas où elle est sur le réseau, vous pouvez le retrouver avec l'outil configuration tool de Dahua, donc vous embêtez pas trop avec ça. Ensuite, le masque sous réseau, si vous savez pas trop quoi mettre, mettez 255 3 fois et le dernier 0. Le défaut gateway, donc là ici vous mettez 192.68.1 et pour moi c'est 254 mais généralement c'est 1 à la fin. Ici c'est l'adresse IP de votre box internet. Si vous vous posez la question, c'est quoi la box internet, son adresse IP, vous ouvrez votre terminal et vous tapez la commande ipconfig. Et vous allez trouver ici une ligne qui s'appelle passerelle par défaut avec l'adresse de votre box. Donc vous mettez à l'identique l'adresse IP de votre box à cet endroit-là, défaut gateway. Il faut surtout pas le mettre au-dessus, hein. Vous le mettez bien, défaut gateway, à l'endroit où on a vu votre box. Et dans préférences DNS, où vous mettez votre box, où vous mettez 888, ça marche aussi très bien. Et ici, vous pouvez mettre 8.8.4.4. Sinon, vous pouvez laisser comme c'était, ça marche aussi très bien. Là, on va enregistrer. Alors, la dernière fonction, je ne la connaissais pas et je trouve que c'est lunaire. C'est vraiment trop bien.
Enable ARP Ping, qui est un peu spécifique. Alors, je l'ai retrouvé sur le wiki de Dawa. Donc, comment ça fonctionne? En fait, vous pouvez faire un changement d'adresse IP en saisissant quelques commandes sur Windows. Donc, vous faites une commande ARP. On va essayer de le faire ensemble à distance. J'ouvre PowerShell. Je fais une commande ARP avec une adresse IP et la MAC adresse de l'équipement. Ensuite, je fais un ping de taille de 480 et je mets l'adresse IP que je souhaite et l'équipement a changé d'adresse IP. C'est plutôt bluffant. Et donc là, si je fais ici 232, j'ai la caméra. Donc avec 2 lignes de commande sur mon PC, j'ai pu changer l'adresse IP de la caméra. Donc, comme ça, c'est un peu compliqué et je pense que c'est beaucoup plus simple de le faire depuis la page web. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une application, par exemple, on peut faire ça très très simplement. Et on peut changer surtout les adresses IP de toutes les caméras qu'on souhaite. Et après, bien sûr, on fixe l'adresse IP en dur et puis on désactive l'option. Mais le but, c'est de pouvoir prendre la main sur la caméra et de pouvoir lancer les batchs, les mises à jour, les confs. Et là, sincèrement, cette fonction-là, je ne l'ai encore jamais vue. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Et oui, en dur, il a gardé la mémoire, il a gardé en mémoire l'adresse IP que je lui ai donnée, 232. C'est trop bien. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez suivre pas à pas le wiki de Dawa qui est très bien fait. Bon, on avait vu à peu près l'ensemble pour cette page-là. Ensuite, il y a le Easy for IP. Donc là, je vais devoir flouter tout ça. Et on va passer sur le téléphone. Donc, on va démarrer l'application de Dawa. Vous vous inscrivez dessus. Ça, je l'ai fait préalablement puisque c'est hyper long. Je vais scanner le QR code. Désolé, je vais devoir à nouveau flouter. Ensuite, on fait suivant. Et il me demande ma caméra. Quand il fait ça, c'est qu'il considère que je ne suis pas inscrit correctement. Sinon, je peux faire une recherche sur le réseau local. Il trouve bien ma caméra en 232. Et là, il trouve bien les informations. Je vais appeler la caméra test avec le mot de passe hyper compliqué. Donc, à partir du moment que l'option Easy for IP est bien activée, vous avez bien fait save. Vous allez cliquer 2-3 fois sur refresh pour être sûr que ça bascule bien en statut online. Là, normalement, vous n'avez plus de problème pour pouvoir l'activer sur le téléphone, voilà. Alors, il propose l'UPnP, ça permet d'améliorer la vitesse. En fait, ce qu'il effectue, c'est qu'il effectue une ouverture des ports sur votre box. Et si les ports sont ouverts, et ben, comme vous passez en direct, et ben, ça va un peu plus vite que si vous passez par les serveurs de Dawa, qui brident un peu, mais c'est normal, vu le nombre de caméras, ils ne pourraient pas se permettre de pouvoir mettre un débit pleine balle de toutes les caméras de tous leurs clients. Voilà, donc là on a quelque chose qui est quand même plutôt fonctionnel, même très très bien. C'est top, vraiment. On a la possibilité de prendre des photos ici, les vidéos. Alors pour certaines caméras, ils sont équipés de micros, donc on peut parler dessus. Après, on peut accéder à la carte SD s'il y en a une. Il y a un bouton PTZ si on veut déplacer la caméra. Et puis les petites fonctions de base, des feux pour avertir, un bruit pour dissuader. Un essuie-glace, ça c'est très pratique pour les caméras qui se situent dans les aéroports. Avec le décollage des avions, il y a toujours une buée qui se pose immédiatement sur les caméras à chaque décollage. Donc ils appuient sur un bouton qui va passer comme un essuie-glace et ça permet d'être tranquille pour voir tout ce qui se passe. Et puis vous pouvez aussi piloter l'iris d'ici. C'est plutôt bien fait. Après, il y a le bouton relecture. Voilà, on arrive à quelque chose de très similaire aux autres applications de caméra. Là, c'est un peu embêtant parce que comme il n'y a pas de carte SD, je ne peux pas faire de relecture sur la caméra. Et je peux voir aussi les événements. C'est un peu pareil. Hein. Sans carte SD, ça s'arrête un peu là. Mais les fonctions sont là et on voit que c'est assez rapide pour pouvoir se connecter. Ça, par contre, c'est très important. Voilà pour la partie téléphone. Donc, ensuite, on se rend directement sur les connexions, les ports. Donc le nombre de connexions qu'on peut faire en simultané. Ces ports-là, vous pouvez les laisser. C'est les ports pour se connecter à la caméra. Vous avez aussi le port pour se connecter à la page web de la caméra. Là, c'est le flux RTSP. Normalement, c'est le flux vidéo. Alors, c'est un protocole. Attention, pour le flux RTSP, ça ne passe pas la télérimétrie. Excusez-moi pour la prononciation. Donc si vous avez un dôme avec un flux RTSP, généralement, ça fonctionne pas bien pour pouvoir les déplacer ou autre. Donc prenez cette option-là. Si c'est une caméra fixe, c'est parfait. Et là, on est sur de l'HTTPS. C'est comme le port 80, sauf que c'est chiffré de bout en bout. On peut pas voir ce qui se passe lorsque vous naviguez sur la page web. Ensuite, il y a le on-vif avec authentification. Bien sûr, vous laissez
laisser l'authentification, parce que sinon on peut se connecter à vos caméras sans mot de passe, ce qui est très pratique pour des gens qui sont curieux. Ensuite, il y a le PPPoE. Bah ça c'est quelque chose d'assez ancien pour se connecter à distance. Bon, oubliez ça, on n'utilise plus. Hein. Ensuite, il y a le DDDNS. Alors ça, c'est un service généralement qui est coûteux, mais il me semble que Dahua, ils font un service qui est gratuit dessus. Je voudrais pas dire de bêtises, en tout cas, je ne l'utilise pas, donc j'en connais pas beaucoup plus. Mais en tout cas, le Dynamic DNS, ça, je connais. Donc c'est un service qui est utilisé lorsque vous avez une adresse IP publique qui est tout le temps changeante. Donc comme vous avez une adresse IP publique qui change tout le temps et que vous voulez vous connecter à votre caméra, bah, il faut bien savoir quelle adresse IP elle a à l'instant T. Et vous n'êtes pas toujours du côté de votre caméra, vous êtes peut-être en extérieur. Donc pour connaître ça, et bah, votre caméra elle va contacter le serveur de Dahua et avec l'adresse qui va être créée ici, et bah, elle va indiquer son adresse IP à chaque fois qu'elle change. De cette manière, quand vous vous connectez, et bah, au lieu de vous connecter avec votre adresse IP, vous connectez avec l'adresse complète qui est ici, qui ressemble à une URL en fait, et vous êtes sûr que ça va toujours rediriger vers l'adresse IP de chez vous. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique, et vous pouvez bien sûr l'activer. Et si vous avez une très grosse structure, bah, vous prenez peut-être un vrai serveur DNS qui est coûteux, quoi, je veux dire. Sinon, vous pouvez prendre celui de Dahua si vous voulez être tranquille, ça marche aussi très bien. Ensuite, on a l'IP filter, donc ça va vous permettre de filtrer les adresses IP. Quelle adresse IP est autorisée à se connecter à cette caméra, peut-être un segment d'adresse IP, hein, donc ça vous permet d'autoriser une vague d'équipements, ou sinon par MAC adresse. Donc là, n'hésitez pas à renseigner plusieurs MAC adresses, parce que si vous en renseignez qu'une seule, celui de votre enregistreur par exemple, bah, vous ne pouvez plus vous connecter à votre caméra autrement que par cet enregistreur-là. Donc mettez tout de suite votre PC, mettez votre NVR. Parfois, pour se connecter à distance, je dis bien parfois, ça dépend des caméras, il faut mettre la MAC adresse de votre box internet. Ensuite, il y a le SMTP, donc ça vous permet d'envoyer des mails. Donc ça, les informations sont un petit peu contraignantes, c'est pas confortable à renseigner, c'est long. Donc un serveur SMTP, j'essaierai peut-être de mettre une image avec un exemple, par exemple pour Gmail. Après, avec le numéro de port, un login, un mot de passe, bien sûr. Et puis, comment vous voulez vous authentifier pour envoyer les mails. Ensuite, vous pouvez renseigner un titre, une image. Vous recevez tous les temps de temps pour pas que, s'il y a quelqu'un tout le temps devant la caméra, vous en recevez 200 emails en 2 secondes, ça sert à rien. Vous pouvez mettre, par exemple, toutes les 10 secondes. Et puis ici, vous voulez une période avec une séquence de combien de temps, etc. Et puis, vous envoyez un mail test pour bien sûr vérifier l'envoi, c'est très important. L'UPnP, on l'avait indiqué, donc ça, ce sont les ports qui vont être mappés puis essayer d'être remontés sur le réseau. Donc là, on voit qu'il a essayé de mapper le protocole TCP, ça a fonctionné. Les autres n'ont pas fonctionné, donc là, on peut voir en temps réel ceux qui ont fonctionné, ceux qui n'ont pas fonctionné. Je pense qu'on peut demander un remappage en automatique. Et si je fais save, est-ce qu'il retente quelque chose? Non, j'ai rien à l'écran, mais en tout cas, ici, il peut remapper. Pareil, bah voilà, il a réussi à tout remapper en automatique. Donc si ça vous parle pas, bah laissez-le en automatique. En fait, il va questionner votre box et il va essayer d'ouvrir des ports. Ça va vous permettre de vous connecter depuis l'extérieur vers l'intérieur. Vous faites ça que si vous avez besoin, sinon c'est une faille de sécurité. Et personnellement, moi je préfère mapper les ports directement sur la box, parce que comme je le fais en automatique avec le protocole UPnP, il m'arrive régulièrement que lors d'un redémarrage de box ou autre, que ces ports soient refermés derrière et que votre caméra n'est pas au courant et donc elle ne réouvre pas les ports. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu de ma propre expérience. Pas forcément chez Dahua, hein, mais je vous conseille de mapper les ports en dur, et si vous voyez pas du tout de quoi je parle, laissez tomber, ça vous empêchera pas de vous connecter sur votre téléphone. Ça sera un petit peu plus lent, mais ça marchera très bien. Ensuite, vous avez la connexion Bonjour. Donc ça, c'est la méthode de connexion quand on a un Mac. Donc là, vous le laissez comme ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez le multicast. Alors, il y a une différence entre l'unicast, le broadcast et le multicast. On va essayer d'expliquer ça rapidement. On va pas mettre trop de temps dans cette vidéo. L'unicast, dites-vous, c'est vous seul avec un équipement seul. Unique, donc ça communique dans un sens et dans l'autre. Vous avez le broadcast. Alors là, c'est différent, c'est un équipement qui communique avec tout le monde, sans exception. Donc là,
Par exemple, quand on fait un appel pour savoir quelle adresse IP ils vont prendre, le protocole DHCP, c'est un broadcast qui est envoyé. Vous m'envoyez un petit message sur les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et vous avez le multicast, alors c'est pas tout le monde, c'est pas une seule personne, c'est certaines personnes. Donc ça, c'est le bon équilibre. Alors ça peut résoudre un problème, par exemple, si vous avez une caméra qui doit connecter à plusieurs équipements et que malheureusement, ça lui demande beaucoup de débit. Et là, avec ça, il envoie des trames sur le réseau sur cette adresse IP là, et ça lui permet de ne pas saturer trop, puisque la caméra, elle envoie sur cette adresse IP là, et c'est une adresse IP, on va dire, commune, et donc ça permet d'envoyer la même trame qui va être redivisée à tout le monde en une fois. Donc on optimise, quoi. Ensuite, il y a le 802.1x, donc là c'est un peu compliqué, mais en fait c'est un protocole d'autorisation. Quand votre caméra se connecte au réseau, il n'a pas accès au réseau. La première chose qu'il lui demande, c'est quel type de connexion c'est, donc là c'est le PEAP, son login, son mot de passe. S'il est juste, il a accès au réseau, sinon, il ne se connecte pas sur le réseau. Donc pareil, ça c'est à activer si vous savez ce que vous êtes en train de faire, sinon laissez désactiver, ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a la QoS, c'est seulement si vous voulez changer le poids de priorité sur le réseau entre les commandes ou la vidéo, donc ça peut être utile surtout quand vous avez un PTZ et que vous voulez que lorsque on pilote le PTZ, ça soit prioritaire à la vidéo ou autre. Ensuite, il y a le HTTP. Donc je vous ai parlé tout à l'heure que le HTTP c'était une manière sécurisée de pouvoir dialoguer avec la caméra ou que la caméra dialogue avec d'autres équipements, mais elle a besoin d'un certificat pour ça. Et c'est là où on renseigne le certificat, où il se situe, où il est signé. Il est signé qu'un certain temps, donc c'est-à-dire ils ont un certificat mais elle ne dure pas éternellement. Donc là il faut le renseigner. Bon, si vous voyez pas de quoi je parle, encore une fois, laissez tomber, ça marche très bien. Ensuite il y a la vidéo détection, donc ça c'est plutôt sympa, c'est que si vous passez par exemple la main au-dessus de la caméra, ça va détecter, donc là vous pouvez demander que il fasse une action comme envoyer un mail s'il voit quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il vous envoie une photo, est-ce qu'il vous envoie un mail? Ça c'est à cet endroit-là qu'on peut renseigner. Alors la vidéo tampering, il me semble que c'est quand vous avez un objet qui est devant la caméra, par exemple vous voulez mettre une feuille devant pour pas que ça filme, et si vous avez renseigné correctement, la caméra, elle va détecter qu'il y a bien une feuille devant elle, qu'elle n'est pas en train de filmer comme d'habitude, et donc elle va vous envoyer un mail pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui essaye de saboter la caméra. Et ça c'est super puissant, c'est très important, parce que généralement on sabote une caméra, c'est pour faire quelque chose, hein, c'est sûr. Ensuite vous avez le changement de scène. Alors si la caméra elle est tournée cette fois-ci, donc bien sûr pas tournée face au mur, hein, sinon ça va passer en tampering, mais si vous avez la caméra qui a été déplacée ou autre, ça va vous signaler que la scène a changé quoi, elle ne regarde plus la même chose. Donc ça c'est très sympa. Attention, parfois il y a des faux positifs à cause du vent ou autre. Donc ça j'ai déjà eu le cas dans mon expérience. Pareil, je parle pas pour cette caméra là ni pour ce constructeur là, mais j'ai eu des cas parfois où ça se déclenchait à tort. Ensuite on a des événements d'anomalie. Est-ce qu'il doit remonter ou pas par mail quelque chose qui ne va pas? Donc s'il détecte plus de cartes, ou est-ce que la carte SD elle a bien un défaut, ou est-ce que la capacité de la carte elle a dépassé sa limite? Il faut vous alerter. Donc là c'est quelque chose que vous pouvez renseigner comme ça. Au niveau du réseau, elle peut détecter une déconnexion ou un IP en conflit. Donc une déconnexion, évidemment elle peut pas vous envoyer un mail vous disant qu'elle est déconnectée puisqu'elle est déconnectée, mais par contre elle peut se mettre à enregistrer sur la carte SD ce qui se passe. Comme ça on peut voir si c'est quelqu'un qui a coupé le fil ou qui a coupé peut-être le serveur. Ensuite les connexions illégales, ça c'est très très important de l'activer. C'est à dire que si quelqu'un renseigne des mots de passe et des logins bidons, il va bloquer pendant un certain temps. 5 minutes c'est très bien, 3 minutes ça peut suffire, mais surtout il faut que vous soyez signalé, parce que sinon il va y avoir un robot qui va questionner en permanence la caméra pour trouver le mot de passe, et parfois en 5, 10, 20 tentatives, ça se trouve. Et vous êtes déjà signalé, même si la personne elle trouve le mot de passe, le fait que déjà vous voyez que quelqu'un est en train essaye de tenter de se connecter à votre caméra, c'est une information très importante. Donc c'est quelque chose à activer. Le storage, c'est comment vous voulez que votre caméra elle enregistre. Donc là vous pouvez choisir par jour, hein, tout simplement, et par heure. Donc est-ce que vous voulez qu'elle enregistre toujours, ou par une activité, ou par une alarme. Ensuite pareil pour les photos. Ensuite comment vous voulez que ça soit enregistré. Et là par contre c'est super bien renseigné parce que vous pouvez le faire tout le long de l'année. Donc vous pouvez choisir par exemple que le 24 décembre ou le 25 décembre ça enregistre différemment. Ça c'est super bien fait. Ensuite par où ou par ces
les enregistrements. Est-ce que vous voulez que ça soit en local, donc là c'est la carte SD, ou sur un serveur FTP distant, ou sur un NAS qui sert à ça. Donc là, il y a juste à renseigner, vous voyez, et puis là vous cochez, vous renseignez ce que vous voulez, par exemple pour les enregistrements, et Snapshot, c'est les photos. Alors peut-être que les photos vous les voulez en local, parce que ça prend pas beaucoup de place sur une carte SD, mais que vous voulez que l'enregistrement se fasse par FTP. Et donc bah, bien sûr tout ça il va falloir renseigner, hein. Donc local, ça va se renseigner ici. Pour moi, c'est une carte SD qui est là, et vous renseignez si vous voulez que ça soit en lecture ou en écriture, seulement en lecture, et que vous voulez faire un swap HO, c'est-à-dire que HO, sans couper les enregistrements, vous pouvez retirer un disque dur et le renseigner, et pour éviter des problèmes, il faut prévenir l'équipement que vous allez retirer le disque dur. Donc cliquez sur le disque dur, vous mettez, hop, on le met en hot swap, vous retirez le disque dur HO, vous en repluguez un nouveau, et généralement le nouveau, ou il se réenregistre de lui-même, ou il faut activer le fait qu'on peut se mettre à faire de nouveau un enregistrement dessus. Par contre, le serveur FTP peut renseigner l'adresse IP de mon serveur FTP. Le port 21, c'est le port par défaut du serveur FTP. Un petit login, un petit mot de passe, c'est quand même mieux. La direction, peut-être que dans votre serveur, vous voulez un dossier par caméra, c'est même mieux. Et que en urgence, eh ben, elle enregistre en local. S'il y a une coupure sur le FTP, elle bascule sur cette carte SD. En tout cas, elle le gère. Et là, c'est le serveur NAS. C'est si vous voulez enregistrer à distance. Ben là, vous renseignez l'adresse IP et le dossier où ça doit enregistrer. Ensuite, eh ben, quel type d'enregistrement vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire des packs qui durent combien de temps? Quand il y a une animation, est-ce que vous voulez qu'elle enregistre quelques secondes avant d'enregistrer? Donc par exemple, si vous dites, bah, je veux qu'elle enregistre 8 minutes à partir du moment qu'il y a un événement, mais je veux que 5 secondes avant, elle enregistre pour que je vois bien la personne venir. Et ça, c'est important parce que parfois, les détections de mouvement, elles se font, mais la personne, elle vient au loin, et donc vous gagnez quand même parfois 5 secondes, et si elle vient de face, bah, parfois tout petit sur l'écran, et bah, ça va pas commencer à enregistrer. Donc c'est mieux de l'activer 5 secondes, ce qu'ils mettent, c'est très bien. Bon, disque full, bah, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un disque full? Bah, bien sûr, il faut réenregistrer, hein, que ça fasse une boucle. Ou alors, vous avez un cas spécifique, vous voulez enregistrer une période de temps, et que vous savez que derrière, elle n'enregistrera plus. Bon, bah là, vous mettez sur stop. Mais, par exemple, vous la mettez à un endroit, vous la laissez, vous savez que vous avez suffisamment de place pour enregistrer à peu près 2 jours, et que vous allez la récupérer dans une semaine, et bah, vous faites ça, et vous aurez que les 2 jours juste après avoir posé la caméra. Donc ça, c'est ici. Ensuite, est-ce que vous voulez enregistrer en automatique, en manuel, ou pas d'enregistrement? Est-ce que vous voulez enregistrer le flux secondaire ou flux primaire? C'est à cet endroit-là. Ensuite, en général, bon bah là c'est quelque chose de plus simple. Vous avez le nom de votre caméra, vous pouvez le laisser comme ça. La langue, je suis surpris que la caméra, même si elle a quelques années, elle accepte que l'anglais. Mais bon, pour la vidéo, on voit que là on peut faire que le PAL. Bon bah vous laissez ça, puisque de toute manière vous pouvez rien changer d'autre. Les comptes, ça par contre c'est super important. Vous avez un compte par défaut admin, et si vous avez besoin de donner un compte à votre client ou donner un compte à un autre prestataire ou autre, surtout créer des nouveaux utilisateurs. Rien que dans les logs, vous allez savoir qui a fait quoi, et ça permet de savoir tout de suite qui est responsable de quoi. Donc même si vous créez un compte qui a tout à fait les droits admin à votre client, parce que vous voulez que votre client ait tous les droits, mais vous lui créez au moins son compte pour que s'il y a un souci, mais il y a bien des traces de ce qui s'est passé. Là, vous mettez votre login, votre mot de passe, ça c'est un peu partout. Il y a différents groupes, on va le voir juste après. Ici, vous pouvez mettre une remarque pour savoir à quoi ça correspond. Et là, c'est toutes les actions que vous pouvez retirer. Ça correspond un peu au bouton que vous avez en haut. Donc est-ce qu'il peut voir le live? Est-ce que vous pouvez voir le playback? Est-ce qu'il peut contrôler les enregistrements? Est-ce que vous avez la possibilité de faire des backups, modifier des comptes, lire les enregistrements, supprimer les enregistrements? Ça par exemple c'est quelque chose peut-être à désactiver pour tout le monde. Mettre à jour la machine, faire un auto-redémarrage, gérer le champ, le menu général, c'est le menu où on est actuellement, gérer la vidéo et l'audio, le scheduler, en fait, scheduler, c'est un peu le gestionnaire de tâches, on va appeler ça comme ça. La destination, changer le network, c'est-à-dire changer l'adresse IP, gérer les anomalies, et je vais pas tout faire, mais en tout cas, vous pouvez faire toutes les modifications nécessaires. Ensuite, si vous avez plusieurs utilisateurs à faire, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour tous les utilisateurs un par un, vous pouvez faire un groupe. Donc vous faites un groupe où vous l'appelez client, et par exemple si vous avez 5 clients à donner, au lieu de cliquer sur chaque client, vous pouvez faire ça en une fois, et surtout plus tard si vous voulez par exemple autoriser la modification du network à vos clients, vous avez juste à cocher la case et les 5 utilisateurs, hop, ils héritent du droit en même temps, c'est un gain de temps. Ça dépend comment vous gérez ça. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez quels sont les droits qui sont attribués à l'utilisateur ou à l'admin. Ensuite, défaut, c'est très simple, je l'ai utilisé parce que j'ai trouvé ça même un peu simple à l'écran,
mais en fait, ça remet tous les paramètres par défaut. Là, import-export, bah, c'est très bien. Si vous avez une caméra, vous avez créé les utilisateurs, les droits, vous avez mis tout ce qu'il faut bien, et ben là, vous pouvez faire un export de la configuration. Et sur les autres caméras, depuis l'application Configuration Tool, vous pourrez importer la configuration. L'auto-maintenance, bon, ça, c'est une bonne idée, mais bon, quand même, parfois, c'est pas si fiable que ça. Ça va faire un auto-reboot, ça va redémarrer une fois par semaine au moment où vous avez choisi. Encore une fois, si vous choisissez la même date pour toutes vos caméras, et ben la personne qui le sait qu'elle a à peu près 1 ou 2 minutes pour faire des dégâts et en 1 ou 2 minutes casser une fenêtre, aller chercher l'enregistreur et débrancher le câble ou le mettre sous l'eau, je vous assure, ça se fait. Donc c'est quelque chose à faire très attention, surtout si vous faites ça, vous faites bien des heures différentes pour chaque équipement, pour chaque caméra, pour que s'il y en a une qui redémarre, vous voyez sur une autre caméra ce qui s'est passé. L'auto-suppression, eh bien là, vous choisissez le nombre de jours, au bout de combien de jours vous voulez que ça supprime. On met 30 jours normalement en France. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, vous avez le reboot manuel. Si je clique dessus, la caméra va se mettre à rebooter. C'est un peu le bouton que vous allez toujours appuyer lorsque vous avez un doute sur son fonctionnement. Il y a un problème, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Vous allez là, vous faites manuel reboot et c'est parti. Refresh, bah là, c'est pour rafraîchir la page. Donc là, comme j'ai fait des modifications, mais je n'ai pas save, je n'ai pas enregistré, en faisant refresh, ça recharge la page, ça supprime ce que je viens de saisir. Et pour l'upgrade, pareil, Dahua font des mises à jour maintenant automatiques. Il y a un bouton là, on clique dessus et ça va chercher la dernière mise à jour. Mais là, cette caméra, elle est un peu vieille, elle ne le fait pas. Elle a besoin manuellement qu'on aille chercher le fichier et c'est pas toujours confortable d'aller chercher le fichier, c'est très compliqué. Et je vous conseille de le faire aussi depuis Configuration Tool, puisque avec cet outil-là, vous allez pouvoir le faire en masse. Vous mettez à jour généralement quand la caméra, elle se comporte pas comme on veut, c'est un peu une manière de la sauver si elle a un défaut, mais parfois quand elle a un problème, c'est terminé, hein. Généralement, même en la mettant à jour, ça fait pas grand chose. Mais bon, s'il y a des problèmes et qu'il y a une mise à jour, mettez-la à jour. Ça mettra à jour les sécurités, ça mettra à jour les défauts. Généralement, c'est plutôt bon signe de mettre à jour une caméra. Il y a la version, bien sûr, si on veut la mettre à jour, bah, on veut savoir si on met à jour dans le bon sens, hein. C'est quand même quelque chose d'important. Les logs, bah là, quand vous cliquez dessus, vous allez savoir toutes les modifications que j'ai fait, puis depuis combien de temps, donc ça c'est parfait. C'est ça qui est important de récupérer lorsqu'il y a un doute ou un problème, et vous pouvez faire un backup, ça va le télécharger sur votre PC, ou vous pouvez faire un clear si vous voulez supprimer. Et le dernier point, ça c'est super important, puisque j'ai déjà détecté une tentative, même un piratage de cette manière-là, c'est que je pouvais voir les personnes qui sont actuellement connectées à la caméra. Donc là, vous allez voir quel compte est utilisé, et sur quelle adresse IP la personne se connecte. Donc là, l'adresse IP de mon PC, c'est cette adresse IP là. Donc si vous voyez une autre personne qui n'est pas votre enregistreur, qui n'est pas vous, et qui se trouve ici, changez le mot de passe. C'est pas normal. Parce que quelqu'un qui a de mauvaises intentions va bien sûr essayer d'obtenir les vidéos de les caméras en étant le plus discret possible, puisque s'il n'est pas discret, bien sûr, eh ben, il sait qu'il va vous changer le mot de passe et qu'il va perdre le privilège de pouvoir avoir accès à cette caméra. Une fonction très sympa que j'ai découvert chez Dahua, c'est le bouton alarme. Alors, si vous cochez tout, signalez une alarme lorsqu'il y a un souci. Donc là, je vais tout cocher. Et là, je vais mettre, par exemple, le live. Voilà, donc vous voyez le live. Et là, je vais mettre ma main comme si je faisais un tempère. Et si je bouge pas, bah, bien sûr, l'effet démo, ça ne marche pas, quoi. Donc là, il essaye. Ah, ça marche, c'est bon. Donc, il y a un petit gyro rouge qui s'affiche. Et donc, comme on clique dessus, eh ben, on va voir précisément ce qui s'est passé. Donc là, il a détecté un mouvement qui a eu le cas. Là, je mets de nouveau ma main devant. Et donc, elle détecte une deuxième fois. Voilà, elle a bien détecté que j'avais mis la main dessus. Et ben voilà, on a fait le tour de cette caméra. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir commenté, d'avoir mis un petit pouce bleu. Merci de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Merci, salut!